un laboratoire à Paris 1, à l'Institut ACT, qui justement fait des recherches esthétiques, philosophiques sur l'art et les sciences. Il y a un bouton de son. Et par ailleurs, je suis enseignante agrégée d'art plastique dans les collèges. Donc, je vais passer le micro également à Guillaume pour qu'il se présente. Et ensuite, on discutera tous les deux par rapport à, on prendra comme point de départ une première discussion, des premières interrogations que l'on a eues hier. Lui face à mes œuvres et moi face à ce qu'il reste du vivant, ce qu'il restera du vivant, même d'ici plusieurs décennies. Moi c'est Guillaume Lepointre, donc je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle où je suis enseignant-chercheur. Je suis zoologiste, systématicien. La systématique, c'est la science des classifications. Et je dirige le département de recherche au muséum intitulé Systématique et Évolution. Et évidemment, je vais discuter avec Catherine en parlant de systématique, c'est-à-dire de classification et d'évolution biologique. Voilà. Catherine, je te rends la parole. Alors, pour revenir à mes créations, un premier point, pour dire que je suis très déterminée à percevoir l'art comme une façon de faire, comme une poésie aussi. Le savoir, c'est quelque chose, le savoir-faire aussi, mais je souhaite mettre en art le savoir-faire et le savoir sont vus de manière, on va dire, esthétique. Donc, je suis partie de mes restes alimentaires pour fabriquer les petites créatures que vous avez vues. Il s'agissait pour moi, par rapport à une recherche que j'ai faite sur l'art biotechnologique, de rire peut-être un petit peu, mais d'une manière un petit peu cynique aussi, de ce que s'amusaient à faire les chercheurs, les artistes dans les laboratoires. Donc, des artistes qui travaillent in vivo, donc dans l'humide, le vivant, fabriquer des créatures inédites. Alors, je ne citerai pas tous les exemples. Vous connaissez tous le célèbre lapin d'Edouard Becca, le lapin bioluminescent, dont les cellules ont reçu un gène d'une méduse bioluminescente, et ce lapin devenait fluorescent sous la lumière artificielle. Bon, entre autres, c'est un exemple, c'est le plus connu des êuvres d'art dites biotechnologiques. Donc, moi, je m'amuse, dans une espèce de fiction, à imaginer ces êtres hybrides, ces chimères qui seraient apparus, puis disparus, parce que vous voyez qu'elles sont toutes sèches, elles ne sont plus vivantes, à la suite d'un manque d'eau sur la planète, bien sûr, donc desséchées totalement, mais qui auraient vécu d'ici 30 ans, et qui auraient disparu après. Donc, je fais apparaître des créatures dans la même perspective, enfin dans le même, pas dans le même style que les artistes du bioart, mais justement en m'amusant poétiquement. Parce que je considère que regarder des petites cellules dans un tube à essai, prendre une loupe pour voir des bactéries modifiées, me semble pas tout à fait accessible à un public qui ne connaît pas toujours ce que sont les processus de transgénèse, les processus de laboratoire. Je travaille avec des restes alimentaires séchés. Ça, c'est un petit clin d'œil au développement durable. Je n'ai pas, comme tout à chacun à la campagne, un bac pour le compost et je sèche un maximum de choses. J'utilise des végétaux, j'utilise également des restes d'animaux, ça peut être des petits os, des arêtes, vous avez vu un petit peu toutes ces choses. Les végétaux, ce sont également des végétaux séchés. Et j'essaie de les réanimer en assemblant toutes ces pièces. Une présentation PDF. Oui, c'est ça. Alors, je fais un petit clin d'œil à une fiction d'un professeur qui s'appelle le professeur Stumpke, qui a imaginé aussi, c'est une fiction biologique, des êtres qui n'existaient pas. Mais il a fait toute une fable là-dessus en racontant qu'il était parti dans des îles et qu'il avait découvert une nouvelle espèce. Voilà, donc je vais vous montrer quelques images des rhinogrades. Oui, ce sont des images. Attention, ça va faire mal aux yeux.
Pour votre information, les éditions Duno ont, en 2012, pour fêter la fiction des Rhinogrades, qui remonte à 1962, pour fêter l'anniversaire, en 2012, les éditions Duno ont réédité le livre sur les Rhinogrades avec une annexe sur les nouvelles découvertes sur les Rhinogrades, dont je me suis chargé d'ailleurs, Catherine, puisque nous avons, nous, au Muséum national d'histoire naturelle, lors des expéditions Santo, découvert au moins 2 nouvelles espèces de rhinogrades, perforateurs du bois, le nez est couvert d'émail en fait, et en opérant un mouvement rotatif sur lui-même, le petit animal creuse son propre tunnel dans le bois pourri. Et d'ailleurs, on pense que ces rhinogrades sont peut-être à l'origine de la disparition des 2 vaisseaux de la Pérouse. Vous savez que la Pérouse n'est jamais rentrée. Louis XVI a lourdement financé les expéditions de la Pérouse dans le Pacifique. Et on a retrouvé sur les traces de bois des bateaux coulés Vanikoro. Depuis 1999, vous savez, on sait où sont l'astrolabe et la boussole, où est-ce qu'ils ont fait naufrage. Et effectivement, là, on a retrouvé des morceaux de bois perforés, visiblement, par le nez perforateur des rhinogrades. On pense que la Pérouse s'est fait infester par ses bateaux par les rhinogrades, qui ont fait des trous dans la coque. Je te laisse continuer sur... Ah bah c'est le Duno celui-là. Super. Bon, les rhinogrades sont... le groupe a été décrit en 62, c'est plusieurs espèces, hein, c'est tout un ordre de mammifères en fait. Là, l'échelle, ça doit bien faire une dizaine de centimètres, ouais. On peut le voir à l'œil nu? Oui. Les gants comment? 10 cm. Comme ça? Celui-là, il a le grand comme ça, ouais. Ah, quand même. Mais c'est comme des souris, hein. Il y en avait plus gros, bien sûr. Hein. Mais les nasoperforateurs qu'on a retrouvés en 2006, ils sont, on les a naturalisés. On a fait une exposition en avril 2012 au Muséum national. Il y a toute une vitrine sur les rhinogrades. Ils sont grands comme ça, les nasoperforateurs. Comme une grosse souris, quoi. Alors Catherine, si je peux me permettre de faire un commentaire sur ton œuvre par rapport aux rhinogrades. Les rhinogrades, certains d'entre eux sont les seuls cas d'animaux à tripodes. Et j'ai remarqué que certaines de tes créatures, d'abord ont une symétrie bilatérale, elles viennent d'une époque où effectivement soit on nage dans l'eau, soit on marche sur terre, mais on a à peu près, quand on se déplace dans un milieu d'un avant vers un arrière, ou plutôt non, d'un arrière vers un avant, on a à peu près la même chose à droite que ce qu'on a à gauche. Hein. Donc en fait, on a ce qu'on appelle l'origine de la symétrie bilatérale, et dans tes êtres, eh bien, on voit quand même une symétrie bilatérale, mais néanmoins au niveau des appendices locomoteurs, on a de temps en temps des tripodes, au moins 3 tripodes, j'ai remarqué. Et c'est qui donne un air de famille, en fait, avec certains des rhinogrades qui, sur leur nez, refont un tripode. Alors oui, les rhinogrades, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en évolution une radiation adaptative, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du rhinarium, c'est-à-dire le nez, eh bien, on a toute une gamme généalogique de lignages qui s'adaptent à différentes situations dans les milieux. Alors celui-là, il va attraper ses proies avec son nez. Tu veux faire un commentaire? Alors, non, c'est-à-dire que le commentaire que je vais faire par rapport à mes œuvres, c'est que je les ai appelés des résidus de rade. Donc, vous voyez le rapprochement. Voilà, donc il y a les rhinogrades, vous pouvez acheter, enfin peu importe, mais si vous voulez vraiment vous renseigner dessus, le bouquin, la réédition chez Duno est vraiment très complète. Et malheureusement, ils ont colorisé, ce qui n'est pas un choix éditorial très... J'ai l'ancien. T'as l'ancien, oui, on voit ça, ils sont en noir et blanc, je préférais le noir et blanc en fait. Moi. Bon, vous voyez que vraiment, c'est une radiation fascinante. Hein. Celui-là est capable de saltation sur son rhinarium articulé. Et puis il peut même s'envoler avec ses ailes, avec ses oreilles, pardon. Donc bon, ils ont totalement disparu, ne les cherchez pas aujourd'hui. Les îles Aïe dans le Pacifique ont explosé. Comment ça s'est passé?
Il y a eu un essai atomique en 71. Voilà, avec une montée des eaux qui engloutit complètement l'archipel avec tous les espèces. Donc on ne retrouve rien, de même que si effectivement, dans ce qu'on prévoit sur le changement climatique et la montée des eaux, il y a des espèces qu'on ne retrouvera jamais et qu'on ne connaîtra jamais. Bon, on a même un fossile hein, dans les couches terminales du Crétacé de Normandie. Du côté du Havre, on a retrouvé un fossile de rhinograde. Vous trouvez ça sur le web, il y a la photo du fossile. On a même un rhinograde fossile. C'est normal, hein, quand tu es mammifère, souvent du mammifère fossile. On a discuté ensemble hier de la classification. Donc là, en ce qui concerne ces rhinogrades, on n'a pas de classification spécifique. J'ai beau chercher, on a effectivement les tripodes, alors ceux qui ont 4 pattes, c'est les quadrupèdes. Oui. D'accord. En ce qui concerne la tête, les yeux, vous avez pu remarquer que les yeux, ce sont des petites graines ou des yeux de homard séchés. L'œil de homard est magnifique parce qu'il a un côté blanc et l'extrémité de l'œil, l'extrémité arrondie est noire. Donc ils ont quand même des yeux assez fascinants. Je ne regarde pas tout le temps les homards dans les yeux, mais ils sont pas mal. Comme je viens de Bretagne, j'ai aussi beaucoup de feuilles d'artichaut séchées. Les oignons rouges de Roscoff sont particulièrement beaux pour réaliser les ailes, par exemple. Les pinces de crabe, qui font de jolis becs. Vous avez vu aussi peut-être des langoustines, des restes de langoustines. Des antennes de langoustines aussi, c'est assez fin. Et puis les arêtes de poissons, bien sûr. Et toutes sortes de poissons. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le travail de Catherine et dans le travail de Stuhlke aussi, c'est en tant que zoologiste, c'est de pouvoir comparer finalement le degré de surprise qu'on peut avoir lorsqu'on crée du vivant et le degré de surprise que le vivant nous réserve en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous explorez, et au Muséum national, nous, on a effectivement une mission à remplir, c'est tenir à jour, faire vivre les collections nationales d'histoire naturelle, 68 millions de spécimens dans les réserves de notre établissement. On est parmi les 3 plus gros musées du monde, premier muséum d'ailleurs publiant. Ces réserves, elles sont pleines de collections qu'on a été chercher sur le terrain. Et sur le terrain, je vous garantis qu'on a toujours des surprises. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui traîne que finalement, il n'y a plus rien à dire, ni en botanique, ni en zoologie, ni en paléontologie, parce qu'on aurait tout découvert. Certes, ça fait 400 ans que les sciences naturelles explorent avec une volonté, je vais dire quasi exhaustive, explorent la diversité du vivant. Néanmoins, on est loin, mais on est très loin. Vous n'imaginez pas à quel point on est loin d'avoir tout découvert. Vous envoyez un chalut dans ce qu'on appelle un hotspot de la biodiversité, c'est-à-dire, vous savez, ces endroits dans le monde où on a, on va dire, un maximum d'espèces au kilomètre cube, je pourrais même dire au mètre cube. Je ne parle pas des micro-organismes, le monde des micro-organismes est loin d'avoir été exploré entièrement, mais même si on regarde des organismes de grande taille, ceux qu'on voit à l'œil nu, eh bien, vous n'imaginez pas, quand on remonte un filet du Pacifique Ouest, un petit trait de chalut, juste un échantillonnage scientifique, c'est pas de la pêche industrielle, c'est juste un trait de chalut. La moitié de ce qui est remonté en masse n'est pas connu de la science, il faut que vous le sachiez. Et là-dedans, on a des surprises, et ce qui m'intéresse justement, je reviens à ton travail, ce qui m'intéresse, c'est de comparer finalement, parce que mon métier, c'est le métier de comparer, c'est de comparer ces surprises qu'on a quand on voit des holothuries pélagiques, des concombres de mer qui nagent en pleine eau. Je ne sais pas si vous par-dessus une symétrie radiée et une symétrie à 5 axes se resuperpose une deuxième symétrie bilatérale, et le bestiau, quand on le regarde, on a franchement l'impression que c'est un extraterrestre, je vous le garantis. Concombre pélagique, il faut voir ce que c'est. Si vous les cherchez sur le web, vous les trouverez. Donc, bref, on a vraiment une grande surprise dans la nature. Un concombre de mer pélagique. Pélagique, ça veut dire qu'il est dans la colonne d'eau, il est en haut. Et donc, en fait, simplement,
nous les humains, nous créons des vivants, mais l'effet de surprise est aussi puissant. Je ne veux pas les hiérarchiser nécessairement, mais en tout cas, l'idée que je dois faire passer, c'est que la surprise est tout aussi puissante dans le vivant réel que dans le vivant créé. Et en fait, nous avons conscience, nous les humains, qu'une toute petite fraction du vivant en réalité, si j'inclus les micro-organismes. Ces rhinogrades font penser un peu à toute la fantasmagorie zoologique qu'on peut trouver dans les livres de science-fiction. Il y a toutes, aux États-Unis en particulier, il y a eu dans les années 20 des illustrations avec des êtres étranges, effectivement, qui rappellent parfois les rhinogrades. Donc on voit bien peut-être que, je ne sais pas si comment t'appelles-tu, Stumpke s'est peut-être inspiré aussi de cet imaginaire. Oui, qui date de l'explosion de la SF dessinée, on va dire ça démarre aux années 30 à peu près, hein, et puis ça... Alors, lui, il a essayé vraiment de creuser son science zoologique, c'est-à-dire de faire une vraie classification avec oui. Est-ce qu'il a publié une classification de ces êtres Alors, une classification, peut-être pas. En fait, Stumpke n'est pas tant un classificateur, mais c'est surtout un zoologiste, un écologue, et il va regarder les adaptations et les conditions de vie des rhinogrades. Hein, il le dit dans son introduction. Voilà. Sur le système de la science-fiction, Roland Le Houx m'avait demandé de contribuer à un ouvrage qui était le catalogue de l'exposition à la Cité des Sciences sur la science-fiction, et il y avait toute une partie zoologique, et effectivement, Roland, on avait été forcé de constater que quand on regarde l'œuvre fictionnelle sur des organismes dits extraterrestres dans la littérature, on s'aperçoit que finalement les dessinateurs, les auteurs de science-fiction, ils ne savent pas qu'ils sont en deçà des surprises que le vivant peut leur réserver. On a toujours finalement à peu près les mêmes solutions. J'ai adoré District 9 par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le film District 9, où il y a des extraterrestres en détresse arrivent au-dessus de Johannesburg. Je vous le conseille, c'est vraiment un bon film. Et ces extraterrestres, finalement, alors les idées du film sont géniales, mais les bestioles qui sont montrées, les extraterrestres, sont des espèces d'arthropodes, de grosses crevettes, à dimension humaine et quasiment à anatomie humaine. Simplement, ils ont le squelette à l'extérieur, et puis, ils ont une tronche pas très sympathique, mais finalement, c'est comme si vous aviez humanisé une crevette. Et le scénario est génial, mais du point de vue de design des extraterrestres, des fois, moi, zoologiste, je me dis, les créateurs manquent parfois un peu d'imagination. Alors justement, ce que j'aime bien dans le travail de Catherine, c'est qu'elle s'extirpe un peu de cette humanisation excessive d'êtres qui pourraient être présentés comme créés ou même étranges. Et ce que j'aime bien avec ces restes-là, c'est qu'on a cette impression, Catherine, d'êtres vivants qui ont été performants, mais on sent une altération. On a l'impression qu'ils sont vieux. On n'a pas l'impression de voir un bébé sortir de son œuf avec une grosse tête. On a l'impression de voir des organismes qui ont déjà bien vécu. Ils ont un certain kilométrage derrière eux. Oui. Et donc, il y a cette idée d'altération derrière, moi, qui m'intéresse. Est-ce qu'il est conscient chez toi ou pas Oui, tout à fait, puisque je travaille sur de l'inerte. Je ne travaille pas sur du vivant, je ne travaille pas sur de l'humide. Donc, on est dans la mémoire de ce qui a été vivant. Et la raison pour laquelle je les ai appelés mémorabilia. C'est un petit peu la mémoire et les mirabilia des cabinets de curiosité d'autrefois. Mais en même temps, c'est vrai, ils ont vécu. Ils auront vécu. Ils ont bien vécu. Et ils ont bien vécu. Ils ont bien vécu, oui. Ils auront bien vécu. Oui. On peut le mettre au futur antérieur. Le futur antérieur. Pour faire le lien avec la synthèse, qui est un sujet qui est en toile de fond ici, est-ce que vous pensez que la maîtrise justement des outils génétiques et des gènes de développement permettrait par exemple à des zoologues ou des biologistes de finalement créer à façon des êtres qu'ils auraient imaginés en manipulant tel ou tel gène de développement? On donnerait des membres particulièrement développés, ou des pinces de certaines dimensions, voire un cerveau différent. Ça se passe déjà un petit peu, c'est-à-dire prendre le contrôle du vivant, faire des êtres vivants sur mesure. Il me semble qu'on peut déjà choisir le sexe de son enfant, peut-être pas encore la couleur des yeux, mais on est dans quelque chose
On est dans le choix, mais est-ce qu'on contrôle vraiment ce que l'on va développer? Alors, l'idée du contrôle, elle est là. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout est possible que tout est réalisable. Et là-dessus, je suis très, très déterminée à penser qu'en art, on peut peut-être tout faire. En science, on a des limites. Et c'est entre l'art et la science qui se joue peut-être l'éthique. On est dans une société libérale où l'art est complètement autonome, libéré de toute contrainte. En science, on n'a pas, on a des contraintes. Or, il ne faudrait pas que les artistes ou l'art s'engouffrent dans cette faille pour faire l'art. Alors justement, est-ce que vous ne devez pas quand même tenir compte des contraintes scientifiques? Typiquement, je pense à un bouquin qui est sorti par un de vos collègues, Les animaux du futur. C'était hier, oui. Voilà, c'était hier. Voilà. Les animaux du futur, il imagine des animaux dans 10 millions d'années, etc. Il a été obligé, pour concevoir ça, de tenir compte des contraintes mécaniques et autres. Oui, bien sûr. Solutions, en fait. Alors, il y a plusieurs pas faire n'importe quoi. Pour répondre à cette question, moi ce que m'inspire le travail de Catherine, c'est justement avec l'altération progressive par le vieillissement, on a le fruit de ce qu'on appelle le hasard. Et il y a une contrainte très forte sur la biologie de synthèse. Soit on contrôle tout et le lignage est mort-né, soit on laisse de la latitude à l'intérieur de l'organisme qu'on a créé. Et on a peut-être une petite chance à ce que le lignage survive. Alors, je m'explique, parce que ça, c'est un aspect que j'ai pas le sentiment que la biologie de synthèse a vraiment pris à bras-le-corps ce que c'était qu'un organisme vivant. Il faut que je m'arrête un petit peu sur cette notion de hasard. Quand on passe du niveau d'organisation chimique au niveau d'organisation dit biologique, on n'a pas les mêmes outils intellectuels pour interpréter ce qu'on regarde. Le niveau d'intégration de la chimie, pour comprendre ce qui se passe, on a des lois. On a la physique, les lois de la physique et de la chimie. Quand on passe au niveau biologique d'organisation, certes, les lois de la physique et de la chimie s'appliquent toujours. Donc c'est certes, Boulet et Steyer ont raison de tenir compte des lois de la physique pour dire, attention, dans les animaux du futur, il y a des choses qui sont possibles ou des choses qui ne sont pas possibles. Mais néanmoins, dans le niveau biologique, justement, le niveau biologique se définit par le fait que l'organisme qu'on regarde, enfin la chose qu'on regarde, possède en elle-même sa propre source de désordre. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre, c'est que pendant au moins 60 ans au XXe siècle, on a vécu dans le paradigme du programme génétique. C'est-à-dire qu'il fallait que, pour comprendre la régularité d'un corps biologique, il fallait qu'il y ait un régisseur d'ordre. Le régisseur d'ordre, c'est le gène hyperdéterministe tel qu'on l'a vécu, grosso modo, entre 1960 et 1995. Et ça, c'est fini, cette vision-là, elle est finie. Le gène, bien sûr, il a toujours une utilité, il est toujours là, mais ce gène n'est plus qu'un donneur d'impulsion, pas un donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il est là pour donner une impulsion, et ce qui va réaliser, les événements qui vont se réaliser en cascade, sont le fruit d'interactions entre molécules, d'interactions entre cellules, d'interactions entre tissus, qui ne sont pas du tout contrôlés au sens du déterminisme génétique des années 60 et 70. L'environnement intervient. Aujourd'hui, on ne fait que parler de plasticité dans la littérature. Plasticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un même génome, selon les conditions de l'environnement, ce que le génome va manifester n'est pas le même phénotype, enfin n'est pas la même forme, si vous voulez. Et donc, ce qu'il faut comprendre en biologie, c'est que ce qui est bon pour la pérennité du lignage généalogique n'est pas nécessairement bon pour l'individu, et ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour le lignage généalogique. Et ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que si vous contrôlez votre individu en disant « je vais faire pousser des ailes, je vais faire acquérir telle propriété », sans laisser à l'organisme vivant la possibilité d'explorer la variation, eh bien, qu'est-ce qui fait la pérennité du lignage généalogique? C'est la variation. Parce que les minoritaires qu'auront varié dans la population, les minoritaires d'aujourd'hui sont l'assurance vie pour demain. La variation n'est pas bonne à l'échelle de l'individu parce qu'elle peut lui être délétère. La vie ne se pérennise qu'avec la mort de l'individu, précisément. S'il y a une pérennité des lignages, c'est qu'il y a des individus qui meurent en biologie, il faut le comprendre, ça. Et donc,
à l'échelle de la population, la variation est une qualité qui sera conservée au cours de l'évolution de la vie, car une population qui varie explore, alors qui varie fortuitement, hein, l'altération des structures, elle se fait de manière fortuite, pas nécessairement conformément aux besoins du porteur qui subit la variation. Dans la salle, il y a des gens qui ont des lunettes, hein, ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes capacités visuelles, il y a de la variation sur les capacités visuelles. Et cette exploration des possibles, eh bien, c'est ce qui est bon pour le lignage, enfin bon, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est ce qui va garantir la possibilité d'adaptation pour demain. Alors, je termine avec ça. Ça, c'est vrai pour les populations et l'évolution biologique. Mais comme il n'y a plus de régisseur d'ordre dans le corps somatique aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la régularité du corps somatique? C'est la variation de sélection. Donc le raisonnement que je vais vous tenir, il est bon dans le corps biologique. Moi, quand j'étais étudiant, pendant de nombreuses années, la sélection naturelle était interdite d'entrer dans le corps. La sélection naturelle, c'était bon pour le lignage. Et puis dans l'individu, ah bah non, l'individu, lui, il est pur, il est régulier. Et qu'est-ce qui fait la régularité de l'individu? C'est le programme. Le programme qui est un régisseur d'ordre. On peut faire de la biologie aujourd'hui sans notion de programme. Ça, c'est une métaphore en réalité. On peut faire de la biologie sans programme, en se disant que finalement, qu'est-ce qui fait la régularité du corps qui, je vous le rappelle, ne cesse de remplacer ses cellules. Hein. Vous êtes un flux de matière et d'énergie. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous-même, entre le tenter plus un mois ou tenter plus 2 mois? Eh bien, c'est un processus largement en partie de variation-sélection. Alors, je vous raconte ça pour dire que la biologie de synthèse, moi je suis dubitatif parce que ça dépend quelle biologie de synthèse, bien sûr, hein, c'est un peu fourre-tout, hein, ça dépend laquelle. Mais celle qui irait penser qu'on pourrait inventer un organisme en associant des pièces comme on associe des pièces de mécanique dans un moteur de voiture, s'il n'y a pas de variation, c'est foutu. Les bactéries, c'est bien décrit. Si les bactéries s'en sortent dans leur lignage, c'est qu'elles ont des sources. Elles ont des sources de variation, elles ont des gènes mutateurs qui ouvrent les robinets à mutation. Ça génère un bordel pas possible, 99% de la population crève, mais le pourcent qui reste, il rebondit et il repart. Le lignage repart. Et ça, vous avez ça aussi dans le corps. Je termine, c'est pas un scoop finalement. Les premiers à avoir vu variation-sélection dans le corps somatique, c'est les immunologistes des années 80. Comment vous faites vos anticorps? Vos anticorps, c'est un processus de variation génétique et sélection. Aujourd'hui, comment vous faites votre neurogénèse au stade adulte? Comment vous fabriquez vos neurones? Et c'est exactement ça. J'ai lu un bouquin de Prochian qui le décrit bien. Il y a plein de papiers japonais qui sont sortis ces 10 dernières années pour décrire que lorsque vos cellules dans votre cerveau se mettent à proliférer, les cellules souches, eh bien elles subissent des transpositions génétiques massives. Ça, c'est un générateur de bazar, ça, parce qu'en fait, il y a plein de cellules qui vont crever, mais les quelques-unes qui survivent dans l'environnement sont, par cet environnement neural, guidées soit vers un destin de cellules gliales, soit guidées vers un destin de neurones qui va se fixer ici ou là. Bref, en fait, la sélection naturelle participe de la régularité de votre corps, c'est-à-dire de sa fonctionnalité, quelque part. Et ça, la biologie de synthèse doit prendre le hasard à bras-le-corps. Alors, moi, je finirais simplement pour dire que tout ce qui est vivant, qu'il s'agisse de la cellule, comparé à une machine cellulaire, je pense que la grande ambition serait de fabriquer, comme le vivant, une machine qui se programme d'elle-même. Et ça, moi, j'en connais pas. En fait, entre nous, t'en connais pas. Et en biologie, en réalité, il n'y a pas de programme. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les associations, on a les mêmes problèmes intellectuels en biologie depuis 300 ans. Hein. La génétique de la deuxième moitié du XXe siècle n'a fait que reproduire les réflexes intellectuels qu'on avait eus vis-à-vis de l'espèce au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, si l'espèce est régulière, c'est qu'on pensait qu'il y avait un donneur d'ordre qui était la création divine. Voilà, oui, des dessins intelligents. C'est parce qu'à l'époque, effectivement, on faisait de la science dans un cadre théologique. Les sciences se sont émancipées de ce cadre. Au XIXe siècle, on avait une pensée un peu plus maligne, je pense, avec Charles Darwin, qui pense que la sélection naturelle est d'abord un facteur de stabilité avant que d'être un facteur de changement. Moi, quand j'étais étudiant, on m'a dit la sélection naturelle explique comment les espèces changent. Quand on lit Darwin, c'est pas ce qu'il y a dans le bouquin. Enfin, pas directement, pas tout de suite. Regardez le titre du bouquin. Moi, ça m'a toujours frappé, et ça devrait frapper tout le monde, en fait. The Origin of Species, l'origine de l'espèce. Et le sous-titre, quel est-il? Or the preservation, alors je vous le dis en français, hein, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence. Dans le sous-titre du livre, on parle de préservation.
On ne parle pas d'évolution, on ne parle pas de transformation, on ne parle pas de transmutation. Dans l'esprit de Darwin, la sélection naturelle est d'abord pourvoyeuse de régularité. Si le milieu est à peu près stable, c'est à peu près la même combinatoire de variations qui va sortir dans la population, qui va réussir à planer petit. Oui, c'est ça. Et donc c'est une stabilité apparente qui va nous apparaître, et à partir de cette stabilité, nous allons créer une boîte dans nos têtes qu'on appelle l'espèce. L'origine de l'espèce, chez Darwin, elle est épistémologique, parce que l'espèce n'existe pas. L'espèce n'est qu'une convention langagière posée sur une stabilité temporaire. Mais si vous vous donnez la profondeur du temps, et ça la biologie de synthèse ferait bien, se donner la profondeur du temps, si vous donnez la profondeur du temps, finalement, vous vous apercevez que l'espèce est conventionnelle. Alors évidemment, ici et maintenant, les girafes font pas de bébé que les éléphants, je vous le fais façon ma concierge, hein, vous ne prenez pas pour un idiot, les chiens ne font pas de petits avec les chats, on le sait bien. Mais c'est parce que nous avons une vision du vivant synchrone, ici et maintenant. Mais le vivant, vous devez absolument l'interpréter dans son historicité. J'aime bien que ces bestioles soient vieilles, parce qu'elles aient vécu. Parce que rien n'est compréhensible en biologie sans l'historicité. Dostoïevski disait rien n'est compréhensible sans l'évolution. Effectivement, vous passez à côté d'un tas de trucs si vous ne me dites pas que les êtres biologiques ont une histoire. On va peut-être vous donner la parole 5 minutes. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose de réagir, monsieur? Oui. On va prendre le micro, c'est bon. Non, je ne veux pas aller plus fort, c'est ça le problème. Ça, on vous entendra bien. Donc, la mutualisation de vos réflexions, à droite, à gauche, ou à gauche et à droite, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, je m'occupe, je me fais plaisir, enfin, entre guillemets, à faire des installations pour montrer les rivières, parce qu'évidemment, là, c'est les chauds bras, en ce moment, ça déborde, il y a des mers. Et donc, à l'intérieur des rivières, vous savez que, eh bien, il y a des molécules chimiques qui ont été construites par l'homme. Évidemment, on ne sait pas ce qu'ils savent faire dans l'eau. Or, les filtres ne sont pas capables, actuellement, d'arrêter ces molécules chimiques. Alors, je disais, est-ce que le plasticien qui est là, ou la plasticienne, serait intéressé pour mettre la relation qu'il y a entre cette molécule chimique qui est stable, et donc avec évidemment le vivant qui lui continue, grâce à l'eau continue à couler, heureusement l'eau coule toujours sous les ponts, et donc c'est peut-être à monsieur à répondre, et à vous à lui mettre les outils pour qu'il comprenne un peu mieux. Si votre question est très facile, peut-être on va prendre une deuxième puis vous réagirez peut-être. Le deuxième là est une fonction pédagogique, mais ces particules, ces molécules, c'est peut-être des nanoparticules. Je suis allée à l'université d'été il n'y a pas très longtemps à l'Institut de la mer pour comprendre comment les poissons avalaient des nanoparticules de métaux lourds, comment les poissons plats étaient encore plus chargés de nanoparticules, que même les huîtres avaient des nanoparticules à base de plastique. Bon, il y a peut-être des choses à explorer de ce côté-là, mais pour l'instant, ce qu'il faudrait, c'est éviter de continuer à abreuver les poissons de nanoparticules, sinon on ne mangera même plus de poissons. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus. Merci. Quelqu'un d'autre? Catherine Nicky, j'aimerais bien peut-être que vous réagissiez à la question de la plasticité. C'est un terme qui a été prononcé. Alors, comme c'est un terme qui revient souvent, j'aimerais bien vous dire un mot. C'est aussi l'occasion de présenter votre travail. Donc, Catherine Nicky, moi je suis plasticienne, et effectivement, en tant que plasticienne, la plasticité du vivant m'intéresse. Et donc, c'est un jeu de mots, mais ça va plus loin. Parce que ce qui m'intéresse, c'est effectivement, et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qui a été dit, donc j'ai travaillé il y a quelques années avec le concept de hasard et de sérendipité dans les cellules, et avec un chercheur japonais qui s'appelle Moto Kimura. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez. Moto Kimura, et donc je suis tombée, moi, par hasard. Bon, en tant que plasticienne, je ne suis pas du tout scientifique, hein, je vis, donc après j'ai mon univers, mais c'est vrai que j'ai quand même des lectures où j'essaye de comprendre un tout petit peu ce qui se passe, et moi je suis très intuitive, on va dire. Hein. Donc je pars, et j'ai fait une œuvre à partir de l'idée qu'il y a une sérendipité dans le travail plastique de plasticienne. Et donc tout à l'heure, peut-être j'aurai l'occasion de montrer mon travail qui est en haut. Et donc quand vous parlez d'évolution, voilà, moi ça me parle complètement, puisque je travaille beaucoup sur le hasard.
mais à partir d'un vivant mimé. Mais ça, peut-être je le. Voilà. Je le Catherine développerai refera tout à une l'heure. présentation de son Voilà. Mimetica en haut, Mimetica. avant 13h, juste avant 13h. Voilà, et des partitions sonores, puisque pour conclure, nous sommes que des vibrations et invisibles, et nous sommes faits d'évolution et de vibrations, mais ça, je raconterai peut-être plus.